C'est vers vous, Marine, que je me tourne parce que le meurtrier présumé donc de ce fidèle dans une mosquée de Grand Combe s'est rendu à la police en Italie hier soir. Oui, il s'est rendu en Italie donc aux alentours de 23h dans un commissariat à Pistoia, c'est donc près de Florence en Toscane. Cela faisait plus de 72 heures qu'il était activement recherché par les autorités. Face à l'efficacité des moyens mis en place, l'auteur n'a eu pour seule issue que de se rendre et c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire, a déclaré le procureur de la République d'Alès ce matin. Le procureur qui l'a appris donc aux alentours d'1h du matin cette nuit. Selon lui, le suspect se sentait acculé. On le rappelle, plusieurs dizaines d'enquêteurs étaient déployés dans le Gard et les départements voisins pour le rechercher. Il avait d'ailleurs été repéré ces dernières heures, mais les forces de l'ordre n'avaient pas pu l'interpeller. Alors d'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait pu être hébergé puis exfiltré par des proches en voiture. On le rappelle, cet homme, Olivier H, est âgé de 20 ans. C'est un Français originaire de Bosnie. Sans aucun antécédent judiciaire, il serait sans emploi. Il a donc été placé cette nuit en garde à vue en Italie. La crainte, évidemment, c'était qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre. Une course contre la montre s'engage à présent. Une procédure d'extradition vers la France va être initiée aujourd'hui pour qu'il soit rapatrié au plus vite en France. On connaît ses motivations ? Pour l'instant, pas d'informations. On ne sait pas ce qu'il a dit pour le moment. Il a été entendu. Dans ces cas-là, on est déjà entendu par la police italienne. Non, sans doute c'est uniquement formel, j'imagine, mais sur le fond, j'imagine que les questions seront posées en France. Oui, mais ça va aller, Georges Fenech. Ça va aller très vite, parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait une procédure d'extradition, c'est un mandat d'arrêt européen qui va être décerné, c'est-à-dire que il n'y a pas de ministère des Affaires étrangères. Ça va directement du juge qui est saisi au procureur d'Italie. Et donc le transfert, s'il y consent, on se souvient que Mohamed Amra avait des difficultés, s'il y consent, ça peut aller en 2 ou 3 jours, une semaine en tout cas. Le profil quand même dit français d'origine bosnienne. Exactement, âgé d'une vingtaine d'années. Le procureur avait quand même dit qu'il semblait vouloir recommencer et passer à l'acte. Bien sûr, et la suspicion, je l'ai dit, est très grande. Qu'il ait tué Aboubacar Cissé parce qu'Aboubacar Cissé était musulman. Je vous propose d'écouter Christian, qui est une connaissance de la victime et qui témoignait au micro de CNews. Je l'ai connu personnellement, je mangeais avec lui et tout. On était là, on faisait notre prière ensemble et tout. Franchement, c'était un bon garçon. Ah oui, très bon. Il était gentil avec tout le monde, dans le pays, tout le monde le connaissait. Il était comme moi, il était marcheur. On marchait, on se discutait. Qu'est-ce qu'il lui a appris, déjà, d'avoir fait ça? Il lui apprenait à faire la prière et il a sorti son couteau. Inadmissible ce qu'il a fait. Je ne sais pas s'il s'en rend compte dans sa tête à lui, ce qu'il a fait. Taillou sur X, il y a quelques secondes, dans l'enquête pour retrouver l'auteur de la mosquée de Grand Combe qui s'est rendue ce matin en Italie, comme dans celle sur les violences contre les prisons et les agents pénitentiaires. Les magistrats et les enquêteurs ont fait preuve d'une grande détermination et d'un grand professionnalisme qui a permis d'obtenir des résultats dans des temps très courts. Je veux les féliciter chaleureusement. Monsieur Retailleau qui a pris la parole hier avec beaucoup de courage. D'ailleurs, parce que dans ce climat de haine, il faut pouvoir dire les mots, et lui les dit avec beaucoup de courage et beaucoup d'intelligence et beaucoup de lucidité, je pense. Écoutez Bruno Retailleau. Ils instrumentalisent ce crime. Ils l'instrumentalisent. Je n'hésite pas à le dire. Et je pense qu'ils ne rendent pas service à nos compatriotes musulmans. Ils ont une formidable ambiguïté vis-à-vis de l'islamisme, qu'ils ne dénoncent jamais. Et ils ont une extraordinaire complicité avec l'antisionisme qui leur permet souvent d'attiser les braises rougeoyantes de l'antisémitisme. Ce qu'ils ne cessent de faire, c'est un communautarisme pour draguer le vote des Français musulmans. Et en faisant cela, ils veulent les séparer de la communauté nationale. C'est extrêmement grave et ça fait d'abord mal à nos compatriotes musulmans. Et vous avez compris que Bruno Retailleau parlait de la manifestation hier, place de la République. Et qu'est-ce qui montre ce que dit M. Retailleau? C'est ce qui s'est passé avec Jérôme Guedj. Jérôme Guedj a été exfiltré hier, alors que Boris Vallaud ne l'a pas été. D'ailleurs, Boris Vallaud, qui est du Parti Socialiste, aurait dû suivre Jérôme Guedj. Tous les gens qui étaient présents du Parti Socialiste auraient dû suivre Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, socialiste, pourquoi il est exfiltré? Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Parce qu'il est juif. Et Boris Vallaud reste sur place. Donc vous avez le communautarisme à la française qui se met en place. C'est-à-dire que, et M. Retailleau a raison de souligner ça. Je trouve que il y a plusieurs images
qu'on retiendra de la place de la République hier. Mais celle-là est la plus signifiante. La plus signifiante. Ils font la démonstration précise de l'intolérance qu'ils sont censés venir, contre laquelle ils sont censés venir combattre sur la place de la République. C'est-à-dire qu'ils appellent à ne pas viser quelqu'un par rapport à son orientation religieuse, et c'est précisément ce qui se passe lors du rassemblement. Donc effectivement, cette image est très... Mais elle est la plus signifiante de toutes. Pourquoi ? Puisque vous avez deux socialistes. L'un a le droit de rester, l'autre n'a pas le droit de rester. L'un est juif, l'autre est... Boris Vallaud, je ne sais pas s'il est catholique ou musulman. Lesquels n'est pas juif d'ailleurs. Je ne peux pas le dire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Boris Vallaud reste. C'est ça qui est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux du même parti. Donc on en arrive aujourd'hui à d'autres frontières qui se dessinent dans le pays. Donc c'est pas d'ailleurs nouveau, puisque ces frontières sont en place. Ce qui est terrible, c'est comme vous l'avez dit. Elisabeth Lévy. Ce qui est terrible dans cette affaire, vous en avez parlé, c'est le narratif qui est mis en place à toute allure par une partie de la gauche avec ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, une sorte de joie mauvaise, si vous voulez, le flopé de communiqués de tous sur le thème, laissant entendre, vous l'avez bien dit, l'islamophobie tue. Et je voudrais dire un mot sur l'emploi du terme islamophobie par le Premier ministre et par un certain nombre de gens qui me paraît vraiment grave. Parce que on a le droit de détester l'islam, le judaïsme ou la théorie de la relativité. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'agresser des juifs, des musulmans ou des disciples d'Einstein. Et ce qu'on veut faire avec cette affaire d'islamophobie, avec ce mot faussaire, inventé par les Iraniens, comme on le sait, c'est nous empêcher, nous interdire toute critique de l'islam en la faisant passer pour du racisme anti-musulman. Alors, moi, je ne crois pas que c'est la critique de l'islam qui nourrit cette haine qu'on a vue à l'œuvre dans cette mosquée. Ce qui la nourrit, c'est le déni et le mensonge de toute cette gauche. Moi, le Premier ministre a employé ce mot. Oui, alors justement, je voudrais justement, sur le mot Manuel Valls, écoutez ce qu'a dit Manuel Valls sur le mot islamophobie. Est-ce que vous parlez d'islamophobie ? Non, je ne parle jamais d'islamophobie. C'est un terme qui a été inventé il y a bien longtemps. C'est le terme employé par François Bayrou hier. Eh bien, je ne l'aurais pas employé. Ignominie islamophobe, dit François Bayrou. C'est quelque chose d'ignoble, c'est une ignominie, bien sûr, ce qui s'est passé, mais c'est un acte de haine, sans doute. On verra avec l'enquête, elle le dira, à l'égard de l'islam, des musulmans. C'est la deuxième religion de France. Elle compte, elle pèse. J'étais maire d'Évry, où les musulmans sont évidemment très présents, et je reviens avec le président de la République, vous le soulignez, de Mayotte et de la Réunion, où on pratique là-bas un islam d'une très grande tolérance, d'une très grande ouverture. Mais je n'utilise pas ce terme, il a été inventé il y a plus de 30 ans par les mollahs iraniens pour clouer au pilori. Donc François Bayrou n'aurait pas dû employer ce terme. Chacun emploie les mots, mais c'est un terme qu'il ne faut pas employer. Je crois profondément qu'il ne faut jamais employer les termes de l'adversaire et de ceux qui, précisément, veulent la confrontation avec ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays ouvert qui accueille chacun à condition que chacun respecte les règles communes. Manuel Valls dit effectivement quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est que l'extrême gauche veut la guerre civile. L'extrême gauche veut la guerre civile, en tout cas l'affrontement, et c'est ce que dit Manuel Valls. Je voulais juste vous montrer Amin El-Khatmi, ce qu'il a tweeté ces dernières heures. C'est intéressant, vous le connaissez, Amin El-Khatmi, il vient régulièrement sur notre plateau. Il répond à Bastien Parisot, qui est de la France Insoumise, qui dit ce soir extrême fierté de militer aux côtés de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, qui semble plus que jamais le dernier rempart de l'humanisme face à la haine et la bêtise crasse de l'extrême droite. Et Alim El-Khatmi lui a dit vous êtes des charognards. Lorsqu'une enfant de 12 ans fut violée à Courbevoie parce que juive, la place de la République était déserte. Pas un mot de vos dirigeants pour elle, pas une manifestation. Je vous le dis comme musulman, vous êtes à vomir. On va voir ce rassemblement hier de la place de la République et la séquence avec Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui a rencontré une jeune femme de religion musulmane et qui l'a prise dans ses bras. On voit ces images peut-être hier. Il n'y a d'ailleurs pas grand monde en soi. Il y avait un petit millier de personnes peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes qui crient à la récupération, à l'instrumentalisation lorsqu'il se passe quelque chose en France, sont descendus immédiatement dans la rue. Mais comme le dit très justement Amin El-Khatmi, quand cette jeune femme de 12 ans juive a été violée et tuée parce que juive, on ne les a pas entendus. Le 7 octobre non plus. Le problème, donc voilà. Alors, Nathan Devers et après on écoute Jean-Luc Mélenchon. La situation dans laquelle il faut absolument éviter de rentrer, ce que vous avez dit dans votre édito, c'est celle d'une polarisation de l'empathie. Que dans une société, il puisse y avoir, dans un débat
des idées, des visions du monde qui soient polarisées. Bon, c'est le principe de la démocratie. Quand ça touche l'empathie, ça devient une catastrophe. Sur le mot islamophobie, je comprends parfaitement vos réticences et je les partage. Alors appelons ça autrement, avec toutes les prudences de l'enquête. Dans ce cas-là, ce serait un acte qui relèverait du racisme. De la haine anti-musulmane. Oui, voilà. Oui. Et donc, on la haine peut des aussi croyants, pas des remarquer croyants. qu'il y a une partie de la classe politique qui a été un peu silencieuse, un peu lente, et qui l'est moins dans d'autres affaires. Ah bon. Et on peut s'en étonner, comme on peut aussi s'étonner de ce que vous signalez. Pourquoi vous dites Qui a été silencieux et Je lent n'ai pas vu ça, moi non plus. Nathan, ce qui s'est passé, c'est que le ministre de l'Intérieur a attendu 24 heures pour avoir des précisions avant de prendre la parole et de se déplacer. Oui. Parce qu'il y avait des incertitudes sur l'enquête. À partir du moment où c'est pas que l'enquête a été menée, mais à partir du moment où le ministre a eu des précisions qui lui permettaient de voir qu'effectivement, il y avait suspicion de crimes anti-musulmans, disons-le très clairement, à ce moment-là, il s'est déplacé. Oui, d'accord. Il y a un décalage. Il y a eu un décalage. Mais quand je Non, vois là, certains qui lui reprochent de ne pas s'être déplacé à la seconde, je trouve ça quand même très étrange. Il est à Rome. Moi, c'était pas lui Et en plus, il était spécifiquement en- que il je était à visais. Rome, Et en en plus, plus. d'accord. Et deuxièmement, le point que vous soulignez sur le tweet d'Amin El-Khatmi, Oui. en effet, quand on voit certains qui vont, si vous voulez, exprimer de l'empathie sur des drames, et à juste titre, et qui ne le font pas sur d'autres drames Bien racistes, sûr. évidemment, on rentre dans une société qui est polarisée dans Mais son parce rapport qu'il- à l'autre, Et c'est-à-dire l'empathie. Est-ce que la France insoumise cherche l'affrontement, ou est-ce que l'extrême gauche cherche l'affrontement des communautés? Je vous pose cette question. Est-ce que c'est un but, selon vous? Moi, je pense qu'il y a deux dimensions. Sur la dimension de Jérôme Gage, je pense qu'il y a, dans une partie très claire de l'extrême gauche, un antisémitisme qu'on voit s'exprimer de manière explicite. Je veux dire, là, maintenant, il faut vraiment être aveugle dans un déni extraordinaire pour ne pas le voir. Et que quand vous chassez quelqu'un comme Jérôme Gage, en le traitant de sioniste, en jetant sur lui une sorte On a écouté d'infamie... d'ailleurs, je demande pour Marine, parce que tout à l'heure j'ai l'impression que je parlais. Est-ce qu'on peut écouter la séquence quand Jérôme Gage est exfiltré, pour qu'on entende les militants, ce qu'ils disaient? Les militants, ils sont représentatifs de ceux qui étaient là, nous sommes d'accord, c'est pas un militant comme ça. Je demande à Marine, est-ce qu'on peut alors écoutons cette séquence, parce que je trouve qu'elle est tellement signifiante. On n'entend on n'entend plus. Ah, là, donc il n'y a plus de son, Marine. Ah, bon, bah alors s'il n'y a pas... Alors ça revient le son, me dit Marine Lançon. Vous me dites quand ça revient, Marine, parce que comme on est également à la radio... Vous avez un peu de respect pour les gens pour lesquels on est venu. On n'a pas de respect pour les mecs comme vous. On n'a aucun respect. C'est à cause de vous que Retailleau, il est encore ministre de l'Intérieur. C'est à cause de vous. Tu te caches, mon frère. Cache-toi encore. On n'a aucun respect pour un homme comme vous. C'est à cause de vous que Bruno Retailleau est encore ministre de l'Intérieur. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi il dit qu'il n'a aucun respect alors qu'il est du PS et qu'ils acceptent Boris Vallaud? Quelle est la différence de ligne entre Vallaud et Gage? Il n'y en a pas. Un, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et- Il y en a pas. Et deux... Ils disent l'un et l'autre la même chose. Simplement, il y en a un qui est juif. Bien sûr. Et deux, dire sioniste sur Jérôme Gage, sachant que c'est quelqu'un qui a toujours été, en plus, je veux dire, défenseur d'une solution à deux États, qui s'est fait d'ailleurs... sioniste, ça ne veut pas dire l'inverse, non, mais, pardon. mais il n'est pas plus sioniste que pro-palestinien, si vous voulez. Il est juif. Et là, il est visé en tant que juif. Et je crois que c'était ça qui était marquant. Et j'aimerais faire une dernière remarque. Les yeux rougis de Jean-Luc Mélenchon, moi je trouve ça important de pouvoir exprimer son empathie, de pouvoir pleurer devant un crime raciste, mais il ne l'a pas eu, ces yeux rougis, je ne les ai pas vus sur le 7 octobre par exemple. On verra la Rousseau séquence dans une seconde. montre bien que la pitié ne fonctionne que si elle a un sentiment absolument, totalement universel d'adhésion, d'identification à la souffrance d'autrui, quel que soit cet autrui. Quand la pitié ne l'est plus, c'est qu'il y a un Vincent problème. Herouet, qui connaît le monde entier. Je vais vous lire ce qu'écrit Pierre Martinet, qui a été à la DGSE. Depuis quelques années, j'explique que tous les ingrédients pour une libanisation de notre société se mettent en place, alimentés aussi par la France insoumise qui espère des heurts intercommunautaires, un affrontement entre les musulmans et les chrétiens juifs comme au Liban. Nous sommes sur une poudrière, encore quelques décennies, et cela pourra exploser. Nos dirigeants ont une grande responsabilité. Il a raison ou pas? La société multiconfessionnelle, ou multiethnique, c'est la société qui est multiviolente, oui, c'est la guerre de tous contre tous. Ça n'a jamais marché, sauf s'il y a une grande abondance. Parfois, il y a tellement de prospérité que ça étouffe les crispations ainsi identitaires, mais c'est pas le cas dans notre vieille Europe, ce n'est pas le cas en Occident en général désormais. Et donc, la société multiethnique est une société qui est extrêmement dangereuse, c'est une évidence.
Et il faut... Mais tous les problèmes ne sont pas sur la ligne de ceux que j'ai vus hier. Non, alors, par ailleurs que l'extrême gauche rêvasse autour de la guerre civile qui vient et s'y prépare activement depuis si longtemps, les trotskistes faisaient des entraînements comme ça. Je peux à la petite foulée. contestation. Laissez terminer Vincent, s'il vous plaît, Elisabeth. Elisabeth, laissez terminer Vincent. Je voudrais contester sur un point. Oui, mais je voudrais que termine Vincent. Bon, par ailleurs, moi, dans cette histoire, dans ce meurtre qui est doublé d'un sacrilège, tout ça nous incite d'abord à un peu de retenue, ensuite il y a tant de tartufferie dans ces larmes, dans ce rassemblement d'indignés professionnels. C'est totalement écœurant, non ? On attend la fin de l'enquête. On attend déjà de savoir exactement ce qui s'est passé. Moi, je ne connais pas beaucoup de Bosniaques qui s'appelle Olivier, d'abord. Il est français, d'origine bosniaque. Il est né en France. Quoi, d'origine bosniaque, au fait? C'est un enfant de l'immigration, j'imagine. Oui, mais un Bosniaque qui s'appelle Olivier, c'est a priori très bien intégré, non? En tout cas, il y a une véritable volonté de s'intégrer. Je ne peux pas répondre à cette question. Moi non plus. Non, mais on peut se poser des tas de questions. Donc, on est... Avant de descendre dans la rue pour défiler en dénonçant l'islamophobie, il y a un meurtre fait de quelqu'un qui était en prière. Comme vous l'avez très bien dit dans votre avant-propos, il y a quelque chose de profondément sacrilège et choquant dans cette histoire. Il y a une réactivité d'un parti politique en France qui est de la pure récupération, et ça saute aux yeux de n'importe qui d'honnête, qui regarde ce qui s'est passé hier, jusqu'à la compassion étalée effectivement par le leader de l'organisation, qui prend dans ses bras n'importe quelle musulmane. Franchement, c'est poids. Quand vous dites n'importe quelle musulmane, entendons-nous bien, c'était une femme au hasard. Oui, voilà. Femme voilée, qu'il prend comme ça dans ses bras. Elle n'est pas voilée. On va voir la séquence. Oui, mais comme si c'était l'incarnation du il met en scène quelque chose. Voyons cette séquence, justement, et écoutons ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Après, je donne la parole à Elisabeth Lévy. C'est une petite chose, mais c'est important. Voyons cette séquence, s'il vous plaît. Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. C'est ça. On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Les Français sont là. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. La séquence dont vous parliez, Arouette. Oui, elle n'était pas voilée, effectivement. Les larmes de crocodile. Les crocodiles, ça mange. Les crocodiles, c'est dangereux. Vous parlez évidemment les larmes de Monsieur Mélenchon. De Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Nous sommes avec Thomas Hill pour cette actualité dramatique, Thomas, et les transitions sont toujours rudes, même si ça nous fait plaisir de vous revoir, parce que vous êtes enfin revenu de vacances. Ça Ce mot que nous ignorons. Ça vous a paru long, Pascal.